Bon, bonjour, rebonjour. Alors, je vais vous présenter assez rapidement un travail que l'on a entamé il y a maintenant 3 ans, puisqu'on a commencé les premières réunions en février 2019, de scénarios, oui, c'est vrai, je peux passer par là, de scénarios pour en fait montrer les chemins possibles vers la neutralité carbone, parce qu'en fait, donc, on a parlé de l'accord de Paris. L'accord de Paris dit qu'il faut arriver à une neutralité carbone en 2050 pour avoir une augmentation des températures qui ne soit pas supérieure à 1,5 degré ou 2 degrés. La neutralité carbone, c'est quoi? C'est quand on arrive à absorber autant de CO2 qu'on en émet. Voilà. Et comment on absorbe? On absorbe par des moyens naturels. C'est les sols, les forêts, les océans, ou par des moyens mécaniques, c'est-à-dire qu'on capte le CO2 à la sortie de cheminée, par exemple, et puis, du coup, on stocke ce CO2 ou on l'utilise s'il n'y en a pas trop. Voilà. Donc ça, c'est la partie théorique. Et on s'est dit, mais comment on peut faire pour donner à voir, ça rejoint un petit peu vos travaux, ce que peut être un chemin ou des chemins vers la neutralité carbone. Des chemins, il y en a plusieurs. Et on a volontairement choisi d'en faire plusieurs, pas un seul. Il y a d'autres organismes comme Negawatt, par exemple, ou le Shift Project, vous avez peut-être entendu parler, qui ont fait également de la prospective, qui, eux, ne proposent qu'un seul chemin. Nous, en fait, on en propose plusieurs, parce que finalement, il y a plusieurs philosophies de société, et on a voulu laisser le choix aux décideurs. Alors, initialement, on a fait ce travail pour poser un certain nombre d'éléments un peu factuels, parce que c'est quand même notre métier d'être plutôt factuel, même si on a nos messages, hein, vous allez le voir, dans le cadre de la campagne présidentielle. Bon, on a raté, hein, ça c'est évident. Pour autant, il n'y a pas que les présidents de la République ou les gouvernements qui décident. Il y a aussi les collectivités, il y a aussi les entreprises, les organisations, et puis à titre individuel. Voilà, donc l'idée était d'éclairer un certain nombre de décisions qu'il y a et qui sont incontournables. On a parlé de l'accord de Paris, et sachant que plus on retarde les décisions, plus la marche sera haute, plus ça sera compliqué, plus ça sera cher. Voilà. Alors, on est parti de quoi? En fait, on est parti de travaux qu'avait fait le GIEC, donc le groupe des experts intergouvernementaux sur le changement climatique. En 2018, il a sorti un rapport et il avait donné un peu 4 grands archétypes de scénarios. Pour simplifier, soit on atteint la neutralité carbone uniquement avec des puits naturels, soit on atteint la neutralité carbone en utilisant des puits technologiques parce qu'on émet trop de CO2. Voilà, il y avait 4 chemins. On a repris ces principes-là, on l'a appliqué à la France métropolitaine. Les DOM ne sont pas dans le scope. Voilà, c'est un travail interne, ça a mobilisé plus de 120 personnes chez nous, pas à temps plein, mais globalement. Et puis on a quand même eu voilà, des relations avec l'externe parce qu'on n'est pas compétent en tout. Et on avait besoin aussi d'être challengé sur nos hypothèses, en particulier au travers d'un comité scientifique. Alors, ces scénarios... Alors, normalement, on va pouvoir passer... Voilà. Donc, on a fait 4 scénarios qu'on a dénommés tout à fait à la fin. Ça a été qu'à la fin qu'on a réussi, avec beaucoup de réunions et de discussions internes, à les dénommer. Donc, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. Et comme le GIEC, on part d'un scénario où on est très sobre, je reviendrai sur la partie sobriété tout à l'heure, à un scénario où, au contraire, on ne change pas du tout les modes de vie et où on compte sur la technologie pour nous sauver. Donc, il y a une vidéo, normalement, ça doit marcher, fait 4 minutes et qui vous présente un petit peu les scénarios. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complétée si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société,
La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, alors le temps qu'on remette diaporama, juste quelques points. Les scénarios ne sont pas des scénarios de science-fiction, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on met, y compris les éléments techniques en fait, sont des choses qui existent. Alors certaines sont à l'état de pilote de recherche. Typiquement sur le scénario 4, ces outils il y a un outil de captage de CO2 dans l'air, une espèce de gros aspirateur, qui sont aujourd'hui à l'état de pilote de recherche. Et on fait le pari, c'est un peu le nom du scénario, qu'on aura mis suffisamment de moyens pour développer la recherche et le développement pour qu'il soit mature techniquement et financièrement. Mais voilà, il n'y a pas d'éléments magiques qui arrivent, à part des améliorations d'efficacité technique dans un certain nombre de secteurs, mais qui sont assez logiques. Le deuxième point, on présente ces 4 scénarios et au niveau de l'ADEME, on ne se prononce pas sur les 4 scénarios. En fait, on veut donner des éléments de choix à la fois aux individus, aux organisations. C'est à elles à choisir, ce n'est pas à nous à leur dire vers quoi il faut aller. Notre rôle, c'est de dire voilà les avantages et voilà les limites de chacun des exercices. Troisième point, ce qu'on appelle, nous, la sobriété, c'est une modification volontaire de nos comportements vers une moindre consommation de biens et de services. Il n'y a pas de définition vraiment universelle, au niveau français de la sobriété, il y a plusieurs définitions. Nous, c'est volontaire, mais ça peut être vu comme quelque chose de global, c'est-à-dire que la technique qui peut aider à consommer moins d'énergie ou moins d'eau ou moins de matériaux
on diminue, et donc ça peut être considéré comme de la sobriété. Dans mon propos, la sobriété, voilà, c'est quelque chose qui est volontaire. Ce qui fait que vous avez vu dans le premier, on dit, ben en fait, on atteint en fait, on divise par 2 la consommation d'énergie par rapport à 2015 dans notre premier scénario, dans le deuxième quasiment aussi, on est à peu près à ce niveau-là. Et dans le premier, il y a de la contrainte, donc de la réglementation, qui peut être de la fiscalité, par exemple des TVA plus intéressantes sur des produits qui sont moins impactants sur l'environnement, ou au contraire des TVA plus fortes pour des produits qui sont plus impactants sur l'environnement. Ça peut être des limitations de vitesse, ça peut être des limitations de carbone au travers de la carte bleue, etc. Mais c'est aussi voilà, une diminution volontaire pour ceux qui sont en surconsommation. Donc je le précise, il faut savoir qu'on a à peu près 15-20% de la population en France qui n'atteint pas ses besoins de base, hein, qui ne peut pas se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner, se cultiver. Et donc on considère dans ces scénarios-là que ceux-là atteignent leurs besoins de base, mais pas avec les consommations moyennes qu'on a aujourd'hui, avec des consommations suffisantes, et qu'évidemment tous les autres diminuent, et que très grossièrement, plus on est riche, plus on consomme, plus on doit diminuer. Enfin voilà, c'est à peu près le système. De la même façon, voilà. Et puis il y a la technique. Hein. On n'oppose pas la sobriété et la technique. Vous voyez ici sur le scénario 1, on a marqué que c'était un scénario low-tech. Ce n'est pas un scénario no-tech. Voilà. Et on dit que dans certains secteurs, par contre, on investit dans la haute technologie, typiquement la santé, parce qu'on veut des outils de diagnostic et de traitement qui soient les plus performants possibles. Voilà. Idem, le scénario 1 et 2, on partage beaucoup de choses. Dans le scénario 1, il y a 2 fois moins de voitures en circulation qu'aujourd'hui. 20 millions au lieu de 40 millions. Il y a beaucoup moins d'équipements qui sont achetés. Donc on est beaucoup plus dans du partage. Ben, pour arriver à ce que ça soit le plus fluide possible, il faut qu'on ait des outils numériques qui nous permettent de faire ce partage-là. À l'inverse, il y a d'autres sujets où on ne va pas faire de tourisme spatial, parce que ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas aller inventer une vitesse supplémentaire pour les vidéos sur des téléphones, etc. etc. Voilà, on essaie de... Voilà, idem dans des aspects très technologiques, où, par exemple, on n'a pas de recyclage chimique dans les déchets dans ces scénarios-là, parce qu'on estime que ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc il y a des éléments, et puis vous voyez que les éléments qui sont là, et puis sur des infographies, on a aussi choisi, parce qu'on est évidemment une agence très technique, hein, voilà, pour autant on s'occupe aussi d'économie, de sociologie et autres, et là, pour cet exercice-là, on a voulu donner une dimension plus sociétale, pour que ça soit entendable par plein de gens. Et donc on a fait, par exemple, au-delà de la conférence d'aujourd'hui, on a travaillé avec So Good. Il y a eu un supplément de So Good où en fait ce sont des reportages en 2050 suivant les 4 scénarios. Donc il y a 3 reportages par scénario. Donc là on est vraiment dans votre métier de storytelling. Donc on a travaillé avec la journaliste qui a fait ça. On a corrigé juste les problèmes de chiffres et de machin, mais c'est son imaginaire. On a fait aussi un travail avec le Tribunal des générations futures, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une autre façon aussi de faire passer des messages. Donc pour nous, c'est important de travailler avec vous et globalement avec tous les acteurs culturels qui pourront aider à la diffusion. Voilà, donc les scénarios, la différence entre le 1 et le 2, c'est qu'on a un peu moins de contraintes dans le 2. On essaie de convaincre les gens dans le 2 de diminuer leur consommation de produits et de services. Dans le 4, donc c'est très techno. Et dans le S4, c'est surtout le numérique, l'intelligence artificielle qui prend beaucoup d'importance. Et donc en fait, au final, on produit plus de gaz à effet de serre dans le 4 que dans le 1. Et on a plus de difficultés pour les absorber. D'où le fait que vous avez vu que d'un côté on a plutôt des puits naturels et de l'autre on a un peu plus de puits technologiques. Voilà, et vous voyez qu'il y a des éléments qui peuvent parler à tout le monde. Le 1 c'est 3 fois moins de viande, le 2 c'est 2 fois moins de viande qu'aujourd'hui. Même le 4, on est à 10% de consommation de viande en moins que celle d'aujourd'hui parce qu'il y a un aspect santé qui est très fort. On imagine même que les cotisations santé mutuelles sont assises aussi sur la nourriture, sur le sport que l'on fait, etc. etc. Voilà sur ces aspects un petit peu généraux. Après, il y a des aspects technologiques qui sont un petit peu différents. Mais encore une fois, voilà. Juste pour terminer, dans le 1 et le 2, on est plutôt sur des paris sociologiques, c'est-à-dire comment on fait
pour faire en sorte qu'il y ait à peu près 70 millions de personnes qui aient une vision de la consommation complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et dans le 3 et le 4, on est sur des paris plutôt technologiques. Est-ce qu'on va arriver à avoir ces technologies qui vont nous permettre d'être plus efficaces en termes de consommation d'énergie et plus efficaces pour absorber du CO2, sachant qu'il y a aussi quelques paris techno dans le 1 et le 2 et des paris sociologiques dans le 3 et le 4. En gros, si on résume, le 1, on est sur essayer de réussir une évolution d'ampleur extrêmement forte de nos modes de vie. Voilà, comment on fait pour consommer 2 fois moins de biens et de services, et du coup le rendre, ça a été dit, hein, comment on le rend finalement positif. Le deuxième, c'est voilà, essayer de continuer réussir cette évolution du mode de vie, mais en essayant d'être plus convaincant que contraignant. Le 3, c'est ce qu'on fait aujourd'hui finalement, hein, cette espèce de ligne de crête où on dit on ne veut pas trop bouger les modes de vie, et en même temps, il y a cette urgence climatique, sans compter qu'il y a aussi une urgence vis-à-vis de la biodiversité, il y a une autre urgence qui est vis-à-vis de l'eau. C'est l'enjeu des années à venir, ça va être l'eau, la quantité, la qualité d'eau. En France et partout dans le monde, il commence déjà à y avoir des guerres de l'eau, hein, ça existe. Donc c'est voilà, un phénomène global extrêmement important. Et puis le quatrième, c'est compter sur l'innovation technologique. Il y a des technicistes, hein, il y a plein de gens qui vous disent mais la technologie va nous sauver. Voilà, on sait que la technologie ne va pas nous sauver. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que moins on consommera d'énergie, plus ça sera facile de la décarboner. Et moins aussi on aura besoin d'énergie dite renouvelable, notamment les forêts, parce que dans le 3 et le 4, on a besoin de beaucoup d'énergie thermique. Et une façon de le faire naturelle, c'est de brûler du bois, mais du coup, on diminue nos forêts et les services qu'ils peuvent apporter. Alors, comment on peut rendre désirables des scénarios sobres? Alors, ce qui est amusant, c'est quand on a discuté avec Valérie, elle m'a demandé de faire ça. J'ai commencé à rédiger une slide, puis je me suis aperçu que je commençais par moins, 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 moins. Donc j'ai revu ma slide, c'est ce qu'on disait hier, et ce qu'on voit, si vous voulez, dans nos scénarios, on l'a écrit, notamment sur le 1, on est dans plus de liens et moins de biens. Donc en fait, c'est cette course voilà, à la consommation de produits, d'aller plutôt vers une course à la relation. Je pense que tu en parleras tout à l'heure après moi. C'est du temps gagné sur les transports. Hein. Alors, ce n'est pas simplement parce qu'il y a du télétravail, c'est aussi parce que dans les scénarios 1 et 2, il y a un réinvestissement des villes moyennes et des zones rurales. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins d'emploi, déjà, puisqu'il y a un développement de l'agriculture, notamment l'agriculture biologique ou à bas intrants chimiques, donc besoin de main-d'œuvre. C'est aussi dans le 1 et le 2 un très faible niveau de e-commerce. On est plus sur des commerces dits de proximité. Et donc, les métropoles sont un peu fuies dans le cadre de ces sociétés-là. Et du coup, on réinvestit les villes moyennes et les zones rurales. Voilà, et on est dans la slow society. On a plus d'espace de vie, puisqu'il y a un réinvestissement des communes rurales et des villes moyennes. Donc voilà, on a des espaces de vie qui sont beaucoup plus importants, pas forcément au niveau des logements, mais globalement. On a des espaces préservés parce que moins de matériaux, c'est moins de construction, c'est moins de carrières, c'est moins de mines. Alors on n'en a pas beaucoup en France, mais à travers le monde, c'est aussi moins de déforestation. C'est une nature préservée. Il faut pas oublier que cette nature nous apporte des services, alors certes de loisirs, mais également c'est une richesse de biodiversité, qualité de l'eau, j'en ai parlé, et puis beaucoup plus de possibilités de tenir, d'avoir de la résilience face au changement climatique. On a travaillé sur cet aspect de résilience, et évidemment le 1 et le 2 sont plus résilients que le 3 et le 4, parce qu'on conserve mieux la nature, on va dire. Alors, Jean-Louis, d'ailleurs, est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de plus d'espace de vie? J'y reviens. Parce que justement, j'ai trouvé que c'était hallucinant dans ce que tu nous racontais, voilà, le fait qu'il y ait plus de mètres carrés par personne.
par habitant par rapport au mode de vie actuel. Ouais. Alors ça peut paraître très bizarre. Alors techniquement, regardez cette ligne, c'est donc résidence principale. Et ici, c'est tout logement confondu. Alors pourquoi on fait les deux? Parce que vous savez qu'il y a énormément d'espaces vides, inoccupés aujourd'hui. C'est à la fois les résidences secondaires et puis tous les bâtiments qui ne sont pas occupés, d'anciens bureaux ou d'anciens logements qui ne sont pas occupés. Et donc on a un regard qui est ici sur les résidences principales. Pourquoi? Parce que dans le scénario 1 et 2, on réinvestit une grande partie de ces logements, enfin de ces bâtiments vides. Donc dans le 1, par exemple, 80% des résidences secondaires sont devenues des résidences principales. Et il y a un réinvestissement de tous les bâtiments vides, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins construire, alors que la population continue à croître. Alors, à croître plus lentement que ce qu'elle a été aujourd'hui. Mais du coup, on arrive à loger tout le monde, parce que des fois, on nous dit, oui, mais vous construisez très peu. Dans le 1, on construit 3 fois moins que ce qu'on a fait en 2019, par exemple. Voilà, pour vous donner une idée. Et on dit, mais comment vous logez tout le monde? On réinvestit plutôt les logements vides, plutôt que d'en construire de nouveaux en laissant les autres vides. Et puis, comme je vous le disais, il y a un réinvestissement des zones rurales et des villes moyennes qui ont subi la déprise. Du coup, il y a aujourd'hui des logements, des maisons qui sont vides, qui ne sont pas vendues ou par les ayants droit, qui font peut-être de la résidence secondaire un petit peu l'été, et qui, là, sont réinvestis en résidence principale. Et du coup, en fait, on arrive à avoir une surface moyenne par personne qui est plus importante, parce qu'on a cette place qui existe, en fait, et puis il y a l'aspect télétravail, c'est-à-dire que s'il y a télétravail, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pièce à un moment donné qui puisse servir de bureau. C'est une grande question que peuvent se poser les HLM aujourd'hui. Une personne de 4 personnes, une famille de 4 personnes, elle demande un logement HLM, on va lui attribuer un F4, parce qu'il y a une chambre pour les parents, il y a 2 chambres pour les enfants, et puis il y a une pièce de vie. Demain, est-ce qu'il ne faut pas lui attribuer un F5? Voilà. Et puis évidemment, donc il y a assez peu de différence entre les deux. Alors en particulier, parce que effectivement là on réinvestit du logement vide, du bâtiment vide. Là on fait plus de construction neuve. Et du coup, quand on regarde la surface moyenne de logement par personne, on augmente assez largement puisqu'on réinvestit en fait du logement vide. Ce qu'on a aussi imaginé, c'est que dans le 1 et le 2, pour les personnes âgées, puisqu'on va vers une France qui est de plus en plus âgée, avec une part de la population très âgée plus importante, on a imaginé que dans le 1 et le 2, il y avait relativement peu de personnes âgées seules dans leur maison, par contre plus de la cohabitation, qui n'est pas forcément de la colocation, mais de l'habitat un petit peu collectif pour personnes âgées. Et puis une évolution voilà, des vélos. Alors c'est assez simple, on a très forte évolution du vélo dans S1 et dans S2. Vous voyez qu'on multiplie par 10, on est à 0,3 km par personne et par jour aujourd'hui, et on est à 3,4. Le train également, je vous ai dit, dans le S1, 2 fois moins de voitures individuelles, beaucoup moins aussi d'échanges. Ce n'est pas de l'autarcie, mais on diminue énormément les échanges. J'essaie de produire et de consommer le plus local possible. Et donc au niveau des déplacements, qu'ils soient personnels ou professionnels, le train prend de l'importance dans le 1 et dans le 2. Et puis dans le 3 et dans le 4, parce qu'il y a au contraire énormément d'échanges. Sur la voiture, c'est l'inverse, très forte diminution de l'usage de la voiture et des 2 roues motorisées, ce qu'on appelle les 2 RM ici. Voilà, avec une multiplication par 2 en fait entre S1 et S4. Dans S4, on a plus de véhicules, on a autant de véhicules en service, mais on fait à peu près plus 30% de kilomètres par rapport à aujourd'hui. Voilà. Et puis l'avion, il y en a très très peu dans S1, S2 et beaucoup plus dans S4. Et si on regarde globalement le total, on double presque en fait le kilométrage par personne et par jour entre le S1 et le S4. Vous pourrez retrouver sur le site ici, transition2050.edam.fr, tous les documents qui nous ont servi. Alors il y en a un que vous pouvez lire parce qu'il est accessible par tout le monde, c'est le résumé exécutif. Donc il fait 14 pages avec les pages de couverture. Et il est vraiment rédigé pour un public très large.
Il est quasiment pas technique. Donc vous allez retrouver ce que je vous dis un petit peu détaillé. On a fait aussi voilà, des infographies voilà, où vous retrouvez des éléments du quotidien. Après, pour ceux qui ont peut-être fait de la génétique ou des études scientifiques, il y a la synthèse, qui est un document, qui est vraiment la synthèse du document principal, voilà, qui fait 44 pages, qui est un petit peu plus technique. Et puis, vous avez le document principal, le rapport principal, qui lui fait 687 pages. Donc, si vous avez des insomnies, vous pouvez y aller. Voilà. Et puis, en fait, on a sorti, donc il y a des replays, et puis on a sorti ce qu'on appelle des feuilletons. Vous voyez, on est très proche de vos métiers. En fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire dans le délai. Donc, on a fait une première publication fin novembre. Et ensuite, il y en a un qui s'appelle Mode de vie, où en fait, on a interrogé un groupe de 31 personnes. On leur a décrit de façon littéraire, absolument pas avec des graphiques, de façon littéraire les scénarios, pour tester un petit peu la désirabilité des scénarios, j'allais dire à hauteur d'humain, hein, pour sortir un peu de la vision technicienne. Voilà, alors je vous dis tout de suite, il n'y a aucun scénario qui a tous les suffrages pour ou tous les suffrages contre. Il y a du pour et du contre, et souvent dans les scénarios, ah j'aime bien ça, ça par contre un petit peu moins, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut éventuellement vous alimenter. Les autres sont des choses plus techniques sur les sols, sur l'adaptation au changement climatique, etc. Et il y en a quelques autres qui doivent venir, qui sont un peu plus techniques. Et alors justement, Jean-Louis, donc un des piliers de la permaculture, c'est le partage équitable des ressources. Est-ce que dans le scénario 1 ou 2, il y a justement ce partage équitable des ressources et donc éventuellement une augmentation du niveau des revenus entre citoyens pour qu'il y ait moins cet écart qui a été forgé par la société ultralibérale où vraiment une minorité finalement concentre comment dire, et les pouvoirs et les ressources. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, sur cet aspect-là, le 1 et le 2, on considère, je l'ai dit tout à l'heure, que les plus pauvres, on va dire ceux qui n'arrivent pas à leurs besoins de base, arrivent à satisfaire leurs besoins de base. Voilà. Donc, c'est tous les autres qui diminuent plus ou moins, évidemment, en fonction de leur consommation immédiate. Et en plus, vous avez vu, le 2, on l'appelle coopération territoriale. On est dans quelque chose où le groupe, où la convivialité est plus importante, en fait, ou individuel, voilà, et on est dans des groupes un petit peu plus petits, entre guillemets, où il y a des vies de quartiers ou de villages beaucoup plus forts qu'aujourd'hui, et de fait une solidarité qu'on peut en trouver d'ailleurs à certains endroits. Le 3 et le 4, on est plus dans des tendances d'aujourd'hui, plus le 4 c'est l'individualisation à outrance. Ensuite, les impacts macroéconomiques, en fait il y a assez peu de différence. On a regardé l'évolution sur le produit intérieur brut, sur les emplois et sur ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire le reste à vivre après paiement des factures d'énergie et de transport. Et en fait, c'est le scénario 2 qui est le plus intéressant puisque par rapport aux autres, notamment on va dire au tendanciel, il y a plus de 2 000 € par an de reste à vivre sur le scénario 2 que sur le tendanciel ou sur le scénario 4. Voilà. Parce qu'il y a des plus, des moins, un petit peu lourd tout ça à expliquer, mais donc finalement le 2, c'est aussi celui où le prix du kilowattheure électrique est le moins cher. Tout simplement parce qu'en fait, on a quasiment les mêmes investissements que dans le 1, puisqu'en fait on a une consommation d'électricité qui sont très proches entre le 1 et le 2, donc on ne fait pas beaucoup plus d'investissements. Alors c'est uniquement du développement d'énergie renouvelable avec du nucléaire historique qui petit à petit diminue. Mais comme on a une consommation, donc on fait à peu près les mêmes investissements, mais comme on a une consommation de kilowattheure plus élevée, on divise par un nombre plus grand, et donc du coup le prix du kilowattheure est plus bas. C'est le 2 qui finalement arrive à une espèce d'équilibre, voilà, et où on a aussi très peu de consommation de matière en général. J'ai parlé des mines, hein, voilà, on est dans des sociétés qui consomment énormément de métaux. Et là, de fait, comme on consomme beaucoup moins de biens, on a besoin de fabriquer beaucoup moins. On importe aussi beaucoup moins de biens de consommation intermédiaire, ce qui fait aussi gagner dans la balance commerciale. Voilà, c'est une espèce d'équilibre finalement, voilà, mais avec des évolutions de consommation qui sont fortes.
Et alors, du coup, est-ce qu'on peut revenir sur la slide des 4 scénarios? Voilà, super. Moi, ce qui m'a un peu étonnée en le voyant, c'est que je me suis dit, dans le fond, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, dans cette société complexe, en fonction des territoires, je me dis que parfois, il y a un scénario qui est plus souhaitable que l'autre. C'est-à-dire que finalement, dans un territoire extrêmement urbain, on peut imaginer que le scénario 3 pourrait être plus souhaitable. Dans un territoire rural, peut-être le scénario 1 et le scénario 2. Est-ce que finalement, la complexité de cette transition, c'est pas, comme tu disais, un petit peu de chaque ou est-ce que chaque scénario doit être appliqué dans sa globalité pour qu'il marche? Alors, en fait, la difficulté, on pourrait se dire, je fais du pick and choose. Hein. Tiens, il y a ça qui me plaît dans le 1, ça qui me plaît dans le 2, le 3, le 4. Le problème, c'est que si on fait du pick and choose, quand on va additionner, on n'arrivera pas à la neutralité carbone. Donc en fait, ils sont cohérents parce qu'on arrive à la neutralité carbone. Juste pour vous dire, alors c'est évidemment des milliers de données qui sont traitées, etc. Et on a quand même fait 5 itérations avant d'arriver à la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on a tous fait dans nos secteurs nos données, on a mis tout ça dans une base de données, on a additionné, on a regardé les puits, ah, ça ne marche pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour arriver à la neutralité carbone à chaque fois? Donc la difficulté, si on fait du pick and choose, on additionne, on n'arrive pas à la neutralité carbone, il faudrait se dire, bah, qu'est-ce que je fais pour arriver à la neutralité carbone? Puisque c'était l'objectif quand même des scénarios, peut-être, oui je l'ai dit quand même, c'est d'arriver à la neutralité carbone. On pourrait avoir d'autres objectifs, hein, sur éviter de la perte de biodiversité par exemple, ça aurait pu être du zéro artificialisation des sols, qui est un autre objectif légal. Là on a choisi la neutralité, c'est déjà assez compliqué, et on a regardé les impacts sur le reste. Donc alors des chemins, il y en a plein, mais typiquement dans la petite vidéo, vous avez vu dans les problématiques qu'on soulève, que vous retrouvez dans le résumé exécutif, on parle de l'alimentation. Hein, on le voit, là, ici je parlais de la viande. Pourquoi? Parce qu'en France, 25% des émissions de serre sont liées à notre alimentation. Quand je dis alimentation, c'est l'agriculture, la transformation lorsqu'elle existe, et puis la consommation. Donc l'agriculture, elle émet 2 gaz d'effet de serre qui sont les plus importants pour elle. C'est le méthane lié au bovin. Voilà, donc moins on mangera de viande rouge, moins il y aura de bovins, moins on émettra de méthane. Et puis il y a ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, le N2O, qui est lié à l'azote minéral. Donc dans le 1 et le 2, on a des agricultures, alors un mélange de bio et d'agriculture, mais à faible niveau d'intrants. Et donc avec très peu d'azote minéral notamment, donc très peu de protoxyde d'azote. Et c'est d'ailleurs les 2 seuls scénarios qui arrivent à un objectif légal qui est demandé à l'agriculture en 2050, à savoir de diviser par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors une question sur la méthodologie, parce que finalement, est-ce que vous n'avez pas, dans votre équation, est-ce que vous n'avez pas basé sur votre raisonnement, pardon, sur le modèle que l'on quitte, c'est-à-dire une vision linéaire? Est-ce que vous avez intégré la pensée circulaire dans votre manière de vous projeter dans l'avenir? Parce que finalement aussi, il y avait un modèle d'économie symbiotique, d'éco-conception, d'optimisation des ressources, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que finalement on n'arriverait pas à des scénarios où il y a peut-être plus d'abondance qu'on l'imagine dans le scénario 1 et dans le scénario 2? Alors, dans le 1 et le 2, on consomme moins d'objets, on les partage, et les objets qui existent, ils sont éco-conçus, mais l'éco-conception, elle est partout. Enfin, je veux dire, ça s'est engagé, enfin, c'est pas une révolution aujourd'hui, mais c'est surtout qu'ils sont durables, ils sont réparables. On parlait tout à l'heure des LED dans les projecteurs avec le scénographe tout à l'heure. Ils sont réparables, réutilisables, réemployables, et donc effectivement c'est bien ont une vie très longue en fait. C'est pour ça aussi que dans le scénario 1, la production industrielle en volume, c'est moins 38% dans le scénario 1 par rapport à aujourd'hui, et c'est moins 27% dans le scénario 2, parce qu'en fait on en consomme moins. Voilà. Et le scénario 2, on arrive d'ailleurs à compenser la baisse par une réindustrialisation de certains biens. Donc on est complètement dans une économie circulaire.
Voilà. Et en termes, par exemple, d'agriculture, le 1 et le 2, non seulement je vous ai parlé de l'importance du bio ou de l'agriculture bas intrant, mais en plus, on n'a quasiment plus de régions spécialisées. Aujourd'hui, on a la Bretagne qui fait de l'élevage et on a la région centre qui fait des céréales, si je simplifie. Bien, demain, en fait, on est dans ce qu'on appelle une polyculture, beaucoup plus locale, qui permet aussi de pouvoir travailler en circularité. Donc de produire, lorsqu'il y a des bêtes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, on produit de la nourriture localement, on nourrit les bêtes, et les déjections animales, on peut soit les méthaniser dans des usines de méthanisation, soit les épandre en champ. On n'a plus besoin de faire tous ces transports très longs, et on a une consommation qui est la plus locale possible. Dans le 1, on a réduit énormément les importations de café, de thé. Je suis désolé pour les amateurs de café et de thé, simplement parce qu'on ne peut pas les produire chez nous. Et en fait, on arrive à finalement diminuer la consommation. Idem pour les fruits exotiques. Voilà, on essaie vraiment d'être au plus proche d'une consommation locale sans être en autarcie. C'est un monde ouvert. Voilà. Sauf qu'évidemment, au lieu d'aller passer, de partir le vendredi à Barcelone pour revenir le dimanche soir, on va peut-être sur sa télé regarder un documentaire sur Barcelone. Et puis on ira peut-être à Barcelone, mais pour 8 jours en train, voilà, pour aller se promener. Enfin, c'est vraiment une société et un imaginaire complètement différents. J'ai des immeubles, il n'y a pas de machine à laver dans les appartements. Par contre, il y a 7, 8, 10 machines à laver. Ça existe déjà, hein, c'est pas nouveau. Enfin, très peu en France. Voilà, et donc tous ces éléments où on n'en a pas besoin individuellement, on les partage ou on va visiter un musée différemment. Alors, je constate que vous n'avez pas parlé ni de croissance ni de décroissance. Non. Donc voilà, Alors, aucun scénario n'est décroissant. J'ai parlé du PIB, hein, parce que c'est les économistes, même si le PIB n'est pas l'indicateur le plus intéressant, il continue toujours d'être utilisé. Tous les scénarios, il y a une augmentation du PIB. Et la différence entre les scénarios est extrêmement faible. Voilà. Il n'y a que le 1 qui se détache un petit peu des autres. Mais pour vous dire que si on part d'une base 100 aujourd'hui, on arrive à des PIB à un niveau de 142, 143. Il n'y a que le 1 où on est à 138. Donc vous voyez, on reste quand même dans des zones... voilà. Donc en fait, d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de différence. Voilà. On montre qu'en fait, la transition, y compris vers le scénario 1, on peut la faire sans dégrader des indicateurs économiques, y compris la dette publique. Alors, il y a un peu moins d'emplois dans le 1 que dans le 4, mais tout simplement parce que le modèle, c'est un modèle néo-keynésien très classique, où de toute façon, plus on a d'activité, plus on crée de l'emploi. Donc, voilà, c'est assez... Pourtant, il y a des secteurs comme l'agriculture, comme le commerce, qui ont besoin de beaucoup plus d'emplois qu'aujourd'hui. Et comme je vous disais, dans l'industrie où on produit 38% de moins, dans le bâtiment où on construit 3 fois moins de logements neufs, et c'est même pire dans la décennie 2040-2050. Pour vous dire, en 2019, on a construit 369 000 logements neufs. 369 000. Dans le scénario 1, entre 2040 et 2050, on prévoit 2000 logements nouveaux par an. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'il y a, ça pose des questionnements sur le bâtiment, vous avez vu dans la vidéo, et on a fait un travail avec les professionnels de la filière bâtiment pour se projeter. Ils sont projetés dans le scénario 1 et dans le scénario 3. Que deviennent les constructeurs de maisons individuelles dans le scénario 1, par exemple? Ils disparaissent ou ils se transforment? Et alors, avant d'enchaîner donc sur la conférence de Grégor, est-ce que vous auriez des questions? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, il y a un micro pour le... Ah ouais. Oui, je me posais la question, est-ce que vous avez travaillé, parce que là c'est un travail très scientifique, brut, en tout cas sciences fondamentales on va dire, est-ce que vous avez travaillé aussi avec les sciences sociales, avec des sociologues, pour savoir quel scénario serait peut-être le plus simple à adopter par, disons, la population française, et aussi si certains sociologues avaient travaillé sur quels étaient les arguments peut-être les plus convaincants pour essayer de convaincre la population d'adopter tel scénario ou un tel, malgré les contraintes? Alors, dans l'équipe projet qu'il y avait une sociologue. Voilà. C'est elle d'ailleurs qui a conduit le travail que j'ai indiqué, dit mode de vie,
où on a présenté ça. Encore une fois, nous, on ne se prononce pas. Donc, voilà, on n'a pas cherché des arguments. Et par contre, on sait que pour transformer les imaginaires, parce que ça fait, voilà, l'ADEME depuis longtemps parle d'économie circulaire, voilà, parle de sobriété. On a été la première institution publique, je ne parle pas les premiers, mais la première institution publique à oser parler de sobriété. Je peux vous dire qu'à l'époque, le ministère nous a laissé faire moyen. Et là, effectivement, on fait pas mal de travaux sociologiques pour arriver effectivement à argumenter un certain nombre de choses et pour essayer de comprendre comment on peut transformer ces imaginaires, notamment. Voilà, on travaille avec, par exemple, on a fait un travail avec les publicitaires sur les messages et avec l'autorité de régulation de la publicité. Assez régulièrement, on met quelques publicités au tribunal pour non-respect du règlement. Voilà, le travail que vous allez pouvoir faire au travers de films, de séries, de BD, de romans, etc. Et puis, il y a une transformation très locale aussi, c'est-à-dire qu'une collectivité, si elle fait, par exemple, des pistes cyclables qui sont en site propre, les gens vont essayer. Ils vont dire, ah tiens, il y a une piste cyclable, tiens, demain je vais aller au bureau en vélo. Et puis ils s'aperçoivent que finalement, ah ben c'est pas mal. Et voilà, et en fait, si on a des transports en commun qui sont réguliers, si on a des hypercafés qui sont pas loin, en fait, on donne à vivre cette transformation-là. C'est aussi une autre façon de transformer les imaginaires. Mais la sociologie, depuis 25 ans, on développe beaucoup les travaux sociaux, oui. Alors, on va encore prendre 2 ou 3 questions. Après, on va converser toute la journée sur ces sujets. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pas trop prendre de temps sur le... Alors, alors j'ai deux choses. La génération, le S1 et le S2 me font penser aussi aux réflexions de géographes qui travaillent sur la démétropolisation, par exemple Guillaume Faburel et Valérie Jousseau. Mais Valérie Jousseau, elle est plutôt rigolote parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes. Et il y a quelque chose d'assez utopique chez elle, c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est une info parce que ça peut servir. Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes, voilà. Et ils sont géographes, et donc les géographes, ils ont une façon de penser et de regarder les choses qui est vraiment intéressante. Et sinon, je me demandais si il y a des gens qui travaillent sur la mise en place d'une carte carbone, avec un capital carbone annuel par personne et par an. Est-ce que ça fait partie, par exemple, du scénario S1, ce type de choses ? Alors, on n'a pas détaillé les mesures, mais ça en fait partie, oui. Oui. Il y a effectivement une taxe, enfin pas une taxe, mais un crédit carbone individuel, oui. Et effectivement, on emploie le mot démétropolisation dans notre document, puisqu'on a un chapitre qui est réservé à l'aménagement, justement. Voilà. Donc, il fait tas de travaux divers et variés que vous avez cités, oui. J'aurais 2 questions de précision, en fait. Donc, à la fois sur... on a Horizon 2050. Oui. Et donc, ce serait des scénarios... Enfin, le scénario choisi par... qui devrait choisir serait à choisir pour quand, plus tard, pour qu'il soit avec l'effet escompté sur 2050. Et également sur l'applicabilité, en fait, de ces scénarios. Est-ce qu'ils sont applicables sur la France indépendamment des pays voisins, en tout cas, voilà, les conditions d'applicabilité pour que justement ces scénarios ne soient pas qu'utopie ou manière de tirer vers quelque chose sans qu'on le mette en place. Alors, on va prendre peut-être l'autre question, comme ça on répond aux deux et on optimise le temps. En fait, c'est lié. Hein. J'ai une question qui est... Je me pose la question de l'applicabilité des scénarios 1 et 2 dans un système politique démocratique. On dit de plus en plus qu'un système de contraintes de ce type-là serait la fossoyeur de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'imagine que vous avez remonté vos rapports au ministère de tutelle. Et donc, quelles ont été les réactions politiques au niveau du ministère par rapport à ces scénarios? Super intéressant. Alors, une dernière question ou ça fait beaucoup? Après, j'ai une très petite mémoire, en fait. Okay. La première, c'est, en fait, il faut décider et agir très vite.
Voilà. Surtout que on a un graphique où on montre justement les émissions de gaz à effet de serre cumulées d'année en année. En fait, les 10 premières années, il ne se passe pas grand-chose parce qu'en fait, on a relativement peu d'impact. L'impact, il est surtout dans les 20 années qui suivent. Et c'est tellement énorme en termes de changement, y compris le 4. Il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Mais si en plus on veut que les gens transforment leur vie, leurs imaginaires, enfin, il faut commencer maintenant, parce que sinon, on ne sera pas au rendez-vous en 2050. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, sur la faisabilité, qui était votre deuxième question, en fait, ils sont tous faisables à condition d'y mettre les moyens. Et les moyens, ce n'est pas simplement des moyens économiques, enfin financiers, c'est aussi une volonté politique de faire des choses. Voilà. Comme ce n'est pas de la science-fiction, par contre, ils sont tous très durs. Voilà, encore une fois, faire évoluer 60 millions de Français pour diviser par 2 leur consommation de biens et de services, c'est pas évident. Et développer les technologies du 4, c'est pas gagné non plus. Il y avait un troisième élément dans votre question. Oui, sur l'extérieur, pardon. Donc on a considéré en fait dans ces scénarios que globalement le reste du monde était grosso modo sur la même pente. Alors attention, quand je dis sur la même pente, il est évident que les pays très émetteurs, comme les pays du Nord, et y compris la Chine, voilà, diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a une partie, il y a à peu près 2 tiers de la population mondiale qui n'arrive pas à s'alimenter, à se loger, à se cultiver, à se soigner. Il faut que cette population-là, elle arrive à s'alimenter, à se cultiver, à se soigner, etc. Donc l'évolution, elle est pas identique dans tous les pays, mais globalement, on va vers ce type de société. Voilà. C'est-à-dire que typiquement, l'Afrique ne cherche pas à se développer comme l'Europe aujourd'hui. Elle trouve un autre développement, voilà, mais en consommant moins d'énergie, moins de biens que ce que nous, on fait aujourd'hui. Voilà. Et donc votre question qui portait sur l'aspect gouvernance, en fait, nous, on se place toujours dans une démocratie, c'est-à-dire que j'ai parlé de réglementation. La réglementation, elle est votée par un Parlement. Il y a un Conseil constitutionnel, il y a un Conseil d'État, il y a des recours juridiques qui existent et qui peuvent être faits par des groupes, par des personnes. Mais à partir du moment où, quand on fait une loi pour obliger de mettre la ceinture de sécurité dans une voiture, alors philosophiquement, on peut considérer que c'est de la dictature. Mais en même temps, si on a suivi toutes les règles d'élaboration des lois de notre démocratie, on est bien dans la démocratie. Voilà. Donc il n'y a pas de dictature, c'est juste qu'on prend, effectivement dans le 1 en particulier, on prend des décisions dans un cadre démocratique pour obliger les gens, finalement, à aller dans un certain sens. Mais ce n'est pas de la dictature. La dictature, c'est quelqu'un qui va décider et sans aucune... voilà, il n'y a pas de recours, il n'y a pas... Enfin, voilà. Donc on est bien dans un cadre démocratique, c'est un choix, en fait. C'est un vrai choix. Mais ce n'est pas une dictature. Une loi pourra toujours être remise en cause 5 ans après. Hein. Jean-Louis, est-ce que vous allez rester un petit peu avec nous aujourd'hui Ouais, ce matin, mais je vous quitterai vers midi. D'accord. Donc midi et demi, parce que j'ai un train à 13h30. Ah, donc on pourra peut-être encore... ouais, après, sinon, tu as mes coordonnées, donc si les gens veulent continuer la discussion, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. On partagera effectivement... oui, s'il y a encore des choses... un grand merci, Jean-Louis, pour ces explications hyper claires.